Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle revue de l'Amérique latine. Alors, ah, il y a quelque chose qui a changé. Et oui, il y a quelque chose qui a changé, c'est le son. Après avoir reçu beaucoup de critiques, mais des critiques constructives et des gens qui, par ces critiques, nous ont aidés financièrement, nous avons résolu le problème. Voilà, un meilleur son, une meilleure formule, on espère, plus agréable à écouter. Donc, comme tous ceux qui nous ont critiqués ont apporté, nous vous invitons pour que nous nous améliorions à nous soutenir financièrement, bien entendu, en allant sur lesderives.info, en cliquant sur Soutenez-nous et en faisant un don à la mesure de vos moyens. Ceci étant dit, nous allons commencer tout de suite parce qu'il y a un gros morceau, évidemment. L'actualité a été très chargée sur le mois qui vient de s'écouler en Amérique latine. C'est passionnant. Évidemment, il y a un gros morceau, c'est le Venezuela, mais il y a aussi les élections en Argentine, il y a le Brésil, il y a les grandes manifestations en Équateur, il y a, excusez du peu, un changement de président au Pérou, sans que le peuple ait son mot à dire là-dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, allez vous faire un petit jus. Voilà, moi, je vous recommande la grenadelle, c'est mon fruit préféré. Ici, voilà, c'est très bon, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. On commence, même avant de commencer, je vais vous demander deux choses. La première, c'est de vous inscrire sur notre chaîne YouTube, pour nous suivre, être attentif à tout ce que l'on va publier les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis, la deuxième chose, c'est de partager cette vidéo parce que dans le monde occidental, nous sommes rentrés en mode propagande, notamment contre le Venezuela, contre les pays caribéens. Les États-Unis sont en train de réagrouper, hein, évidemment, ça c'est le gros morceau, on va le traiter tout de suite, sont en train de réagrouper leurs forces et il pourrait se déclencher des actions guerrières et belliqueuses. Et effectivement, les médias mainstream ont déjà commencé la propagande à suivre en fait les éléments de langage de Washington. Donc pour avoir un autre son de cloche, partagez cette vidéo, faites-la connaître à tous vos réseaux sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors, on commence effectivement. On commence en rappelant, bien entendu, que nous sommes à 58 ans de la mort du Che. Alors pourquoi le 9 octobre? Pourquoi je commence par là? Eh bien, je commence par là parce que Che Guevara avait une phrase assez connue. Il disait: avec l'empire des États-Unis, on ne peut pas confier ni un tout petit peu. Et voilà. Et on va parler effectivement d'empire et d'impérialisme avec. On commence tout de suite, hein, c'est le gros morceau évidemment avec le Venezuela. Alors il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Je précise avant tout que cette vidéo est filmée le 30 octobre, voilà, 2025. Je dis ça parce que peut-être même que dans la journée du 30 octobre ou le 31, les choses vont évoluer. Ça évolue très rapidement. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent évidemment dans les Caraïbes, en Amérique latine en général, mais particulièrement au Venezuela et dans les Caraïbes. Alors, durant le mois d'octobre, il y a eu déjà, parler du Venezuela avant de parler de l'action belliqueuse des États-Unis, la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères, donc Evangeline Lavrov à Moscou, une rencontre placée sous le signe de l'amitié et de la coopération. Et puis, on se rappelle, là je vous renvoie à la vidéo du mois de mai 2025, où M. Poutine et M. Maduro avaient signé un accord stratégique intégral. C'est un accord que Moscou a avec très peu de pays, notamment la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et donc le Venezuela, et donc qui touche absolument tous les domaines. Donc, et cet accord donc avait été signé par les deux présidents. Le Sénat, le timing est très bon, hein, comme vous pouvez le voir. Le Sénat russe vient de le signer et dans la foulée, M. Poutine, le président russe, de le ratifier. Donc l'accord est effectif. Voilà. D'ailleurs, Nicolas Maduro a pris la parole il y a peu pour remercier tous les alliés du Venezuela en disant merci de nous équiper et de nous préparer à la paix. Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia,
Gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar ¿qué? La paz. Y hemos venido nosotros en estas 10 semanas de amenaza imperialista, de guerra psicológica, con serenidad y tranquilidad. Le Venezuela n'est pas seul par rapport à la menace des États-Unis. Alors, la menace des États-Unis, on rappelle, c'est sous le couvert d'une lutte contre les cartels de la drogue, en réalité, bombarder le Venezuela et essayer de déplacer la dirigeance chaviste pour récupérer les réserves pétrolières. Il y a encore quelques années en Irak, lors de la guerre d'Irak, les justifications étaient un peu plus fouillées, on va dire. On se rappelle des armes de destruction massive, de l'anthrax, etc., qui étaient des mensonges, bien évidemment. Mais au moins, il y avait une certaine cohérence dans le camp occidental. Là, aujourd'hui, personne ne croit, mais personne ne croit à cette soi-disant guerre contre la drogue, contre le Venezuela, parce que Maduro serait le chef d'un cartel, etc. Comment on a pu arriver à cette stupidité? Eh bien, tout simplement parce que la prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, alors là encore, je n'invente rien, hein, je reprends à mon compte les informations publiées par Associated Press, si ma mémoire est bonne. Alors, vous en avez entendu parler dans vos journaux? Non, évidemment. Et cet article révèle comment Maria Corina Machado et son clan, donc la prix Nobel de la paix, a comploté avec Marco Rubio et les faucons états-uniens pour mettre dans la tête de Donald Trump que Nicolas Maduro était à la tête d'un cartel de la drogue qui menace la santé des États-Uniens et menace la sécurité intérieure des États-Uniens. Voilà. Alors que les spécialistes du monde criminel, de la lutte contre la drogue, sont formels. L'ancien secrétaire adjoint de l'Organisation des Nations Unies, qui avait été aussi pendant 15 ans directeur de l'agence antidrogue de l'ONU, Pino Arlacchi, a dit, je cite, « Aucune agence antidrogue ne relie le Venezuela au trafic de drogue ». Raison pour laquelle il considère que les accusations contre Maduro, contre le Venezuela, sont fantaisistes. Je rappelle encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais il faut le rappeler, que l'agence antidrogue de l'ONU, mais aussi les services états-uniens, ont montré que la plupart de la drogue passe par la côte pacifique. 87% de la drogue passe par les ports colombiens et équatoriens du Pacifique et remonte jusqu'au Mexique. 5% ou 6% passent par la côte atlantique de la Colombie et seulement 4% sur le Venezuela. Le Venezuela a la grande malchance d'être le voisin du premier producteur de cocaïne au monde. La Colombie, le deuxième étant le Pérou, le troisième étant la Bolivie. Le Venezuela ne produit pas de cocaïne. Le Venezuela ne fait pas transiter la cocaïne. On entend Donald Trump surenchérir dans les accusations où il accuse la Chine d'écouler du fentanyl aux États-Unis par le Venezuela et commercialisé par le Mexique. Donc là, on nage en plein délire. On nage en plein délire, mais en réalité, la raison est très simple. Et la raison de l'action belliqueuse que préparent les États-Unis contre le Venezuela va nous la révéler Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, c'est pas un chaviste. Jeffrey Sachs, on se rappelle, c'est l'auteur de la libéralisation de l'économie russe et bolivienne dans les années 80-90. Et pourtant, Jeffrey Sachs est formel. On va l'écouter. Venezuela has the world's largest reserves of oil. We're trying to steal them, pure and simple. It's not even complicated. This has nothing to do with narcotics trafficking at all. This is an insult to our intelligence to watch this smirking gangster discuss this way. He's the one, by the way, Lindsey Graham's the one who says, oh, we got to fight in Ukraine because they have $10 trillion of minerals. He's just a simple gangster who works in an organized crime mob called the U.S. government.
Formel 1, bon, voilà, on y va. Pour le pétrole, encore une fois, on reviendra dans une analyse. Je vais continuer sur le Venezuela. Dans la conclusion, on verra ce qui est en train de se jouer au-delà de ça. Non, alors, qu'est-ce qui s'est encore passé avec le Venezuela durant ce lourd et chargé mois d'octobre? Eh bien, Maria Corina Machado, la principale opposante, la plus radicale, a reçu le prix Nobel de la paix. Je ne vais pas m'étendre. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur cette chaîne YouTube. J'en ai fait une aussi sur la chaîne du Grand Soir. Vous pouvez aller consulter l'une ou l'autre. Je voudrais juste rappeler que Madame Machado a félicité Netanyahou pour ses actions prises pendant la guerre à Gaza, pour un prix Nobel de la paix. Se féliciter de l'assassinat de 20 000 enfants, c'est quand même le comble. Et que Maria Corina Machado demande et implore une intervention militaire aujourd'hui contre ce qu'elle considère comme son pays. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais comment les Norvégiens ont pu décerner le prix Nobel à une telle femme, à une telle va-t-en-guerre, etc. Bon, quelle est la principale industrie de la Norvège? Le pétrole, c'est 24% de son PIB. Qui possède les premières réserves pétrolières au monde? Le Venezuela. Merci, au revoir. On passe à autre chose. Alors, on passe à autre chose, toujours en parlant de pétrole, c'est l'amélioration de l'économie vénézuélienne avec une augmentation de la production pétrolière ces derniers mois, surtout depuis août, mais ça a encore augmenté. Donc, le Venezuela est aujourd'hui à 1 150 000 barils par jour. Alors, évidemment, c'est bien en deçà de ce que le Venezuela produisait avant les sanctions et le blocus des États-Unis, qui était à 2 millions, 2 millions 2, etc. Mais ça a quand même repris par rapport au grand moment de la catastrophe des premières années du blocus, où le Venezuela n'était pas préparé, n'avait pas monté cette espèce de structure parallèle et presque pirate pour pouvoir vendre son pétrole comme il le veut finalement, pour passer au-dessus du blocus décrété par les États-Unis, et où la production était tombée à 300 000 barils par jour. Donc, effectivement, le Venezuela a amélioré son économie aussi, notamment en devenant autonome au niveau alimentaire. Il y a une industrie qui est en train de se faire en fonction des besoins de l'industrie agricole aussi. Alors pour ceux qui connaissent le Venezuela, c'est fantastique. Je vous renvoie à une interview que j'ai faite l'année dernière. On trouve sur le site Les Deux Rives, bien entendu, du ministre de l'économie du Venezuela qui explique très bien tout ça, enfin l'ancien ministre, je crois qu'il n'est plus ministre. Et voilà. Alors, on continue aussi. Donc, selon Bloomberg, ça c'est important aussi pour le pétrole vénézuélien, la Russie est devenue le premier vendeur de nafta pour le Venezuela. C'est très important ça. Pourquoi ? Parce que le nafta est essentiel pour diluer le pétrole extra lourd vénézuélien. Or, à cause du blocus, avant le Venezuela l'achetait à l'Inde, notamment l'entreprise Reliance, et à cause du blocus, l'Inde avait arrêté de vendre du pétrole. Et finalement, chose quand même extraordinaire, c'est que des entreprises états-uniennes avaient été exemptées de sanctions pour pouvoir le vendre au Venezuela. Et le peu de nafta que le Venezuela pouvait avoir pour diluer son pétrole extra lourd, ça venait des États-Unis. C'est fini. Maintenant, désormais, ça vient d'un partenaire beaucoup plus fiable qui ne pratiquera pas le chantage. Ça vient de la Russie. Voilà. Alors, autre nouvelle, Donald Trump, président des États-Unis, a autorisé les opérations secrètes de la CIA au Venezuela. On va écouter Donald Trump pour voir pourquoi. Il explique pourquoi il a autorisé les opérations secrètes. I authorized for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said, a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've allowed thousands and thousands of prisoners, mental institution, people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. We're bringing them back, but that's a really bad, and they did it at a level that probably not, many countries have done it, but not like Venezuela. They were
down and dirty. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. Donald Trump, alors du coup, oui, il y a la drogue, mais il y a aussi le fait que le Venezuela aurait ouvert ses prisons, aurait ouvert les asiles pour que les prisonniers, les fous envahissent les États-Unis. On ne sait plus trop quel est le motif. Bon, on a compris. Le motif, c'est le pétrole. Voilà, il s'en mêle un peu les pinceaux dans les accusations, évidemment, qui sont plus fantaisistes les unes que les autres. Alors, c'est assez rigolo quand même. Faut analyser là aussi. Donald Trump fait une conférence de presse où il est interpellé par les journalistes pour dire publiquement qu'il a autorisé des actions secrètes contre le Venezuela. Eh bien, elles sont plus secrètes. si c'est dit, elles sont plus secrètes. Donc, Donald Trump n'étant pas idiot non plus, hein, ça rajoute à la pression en réalité et à la guerre psychologique contre le Venezuela. Et puis, ça fait 25 ans qu'il y a des opérations secrètes de la CIA au Venezuela. On pense évidemment aux différentes tentatives de coup d'État qu'il y a eu, mais on pense aussi à l'opération de mercenaires qui avait débarqué au Venezuela en mai 2020 et à leur tête, avec un soldat, un ex-marine, béret vert des États-Unis, Jordan Goudreau. Et bien Jordan Goudreau, il n'a pas été payé par Guaido, il a été foutu sur la touche et oublié par l'administration Trump qui l'avait pourtant mis à flot. Donc Jordan Goudreau s'est mis à table. Il s'est mis à table dans le média The Grey Zone, d'abord, de Max Blumenthal, et il s'est mis à table sur RT et il a tout déballé, notamment que effectivement la CIA les avait aidés dans leur opération, que des gens très haut placés à la Maison-Blanche les avaient supervisés et que la CIA avait et derrière plusieurs tentatives de sabotage au Venezuela, notamment le sabotage de la raffinerie d'Amoy, donc une des plus grandes raffineries du monde, hein, je crois que c'est la deuxième plus grande raffinerie au monde, qui avait donc plusieurs espaces avaient explosé en 2018, je crois. Et d'ailleurs, ça avait été commenté aussi sur les réseaux. Je me rappelle avoir fait des publications en disant qu'effectivement, il y a eu un sabotage organisé, blablabla, etc., puisque les Vénézuéliens avaient immédiatement apporté les preuves, et ça avait été tourné à la légère, oui, n'importe quoi, machin, etc. Eh bien non, non, non. Et puis, bien sûr, Goudreau nous révèle aussi que la CIA est derrière le blackout électrique de 2019. Vous vous rappelez, j'étais présent au Venezuela à l'époque. Pendant 5 jours, le Venezuela n'avait plus d'électricité parce que, effectivement, comme l'avait dénoncé d'ailleurs le gouvernement à l'époque, la CIA avait fait un bug informatique qui avait bloqué toutes les principales centrales hydroélectriques du pays qui produisent 90% de l'électricité. Le Venezuela est un pays d'énergie propre, sauf que quand il n'y a plus l'eau, ou quand il y a des sécheresses, ou quand on bloque les barrages, il n'y a plus d'électricité. Voilà, c'est ce qui s'était passé. Le Venezuela avait réussi à remettre tout en forme. Donc, les révélations de Jordan Goudreau, bon, voilà, tempérisent. Mais là, visiblement, l'idée, c'est un commando, visiblement, pour aller tuer Nicolas Maduro. On y reviendra. Et puis surtout, là, c'est le gros morceau, c'est l'augmentation drastique de la flotte des États-Unis dans le bassin des Caraïbes, donc avec en ligne de mire une intervention contre le Venezuela. Donc, pour que vous ayez une idée claire, donc le porte-avions Gerald Ford, qui est le plus gros porte-avions des États-Unis, est parti de la Croatie pour arriver dans les Caraïbes. Et donc, les États-Unis vont concentrer entre 19 et 23% de toute leur flotte dans les Caraïbes. Et donc, évidemment, avec en ligne de mire le contrôle de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. On a déjà dit qu'ils vont concentrer aussi entre 10 000 et 15 000 soldats, ce qui est une augmentation de 45% par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis, une augmentation aussi de leurs avions, passer de 16 avions à 60, donc c'est une augmentation de plus de 3 fois, c'est pas rien, et une augmentation de leurs missiles Tomahawk de 140 à 236. Bon, voilà. Là, on va mettre un petit graphique qui explique tout ça, voilà, pour que vous ayez aussi sous les yeux. Donc,
augmentation de la flotte des États-Unis dans les Caraïbes. Et alors là où il y a eu aussi cette flotte, donc c'est le SOCOM, c'est-à-dire l'armée impériale des États-Unis pour le contrôle de l'Amérique latine, et l'amiral Halsey, qui commandait donc toute cette troupe, qui avait été nommée il y a à peine quelques mois par Donald Trump en remplacement de Laura Richardson. Eh bien, l'amiral a démissionné. Voilà. Peut-être qu'il ne veut pas être mouillé dans les crimes qui vont certainement se commettre dans les prochains jours et qui sont déjà commis contre des bateaux, soi-disant des bateaux de narcotrafiquants, mais qui ont été dénoncés en étant des simples barcos de pêche. Donc, il y a eu déjà si on fait la somme de tout, une trentaine de personnes assassinées par les États-Unis qui utilisent des missiles contre des petits bateaux de pêche. Voilà. Et donc évidemment, c'est une menace gigantesque. Il manque l'étincelle et il va y avoir ces prochains jours des exercices conjoints entre Trinidad et Tobago et donc cette flotte états-unienne. Trinidad et Tobago, on va mettre une carte. Trinidad et Tobago, c'est à grosso modo 30-40 km du Venezuela par mer. Et le gouvernement vénézuélien a arrêté des mercenaires en lien avec la CIA. Alors on peut rire aujourd'hui de ça, comme on avait pu rire du sabotage de la raffinerie d'Amouaï, du sabotage de l'industrie électrique, etc. Dans quelques années, évidemment, ça sortira à la lumière. C'est un hispanisme, ça. Mais en tout cas, le Venezuela a dénoncé que le Trinidad et Tobago était en train de préparer un attentat sous faux drapeau, du style la baie de Tonkin, du style le Cours, du style un auto-attentat fait par les États-Unis contre un de leurs navires pour par la suite accuser le Venezuela et trouver le casus belli qui enflammerait les Caraïbes et le Venezuela. Alors, là, sur la carte, vous avez vu quand même, il y a aussi un gros morceau, puisqu'il y a le Venezuela, donc il y a Trinidad et Tobago, le Guyana et le Brésil. Et le Brésil joue gros dans cette affaire, joue très gros. On va écouter ce que Lula a dit justement sur le Venezuela et sur les menaces des États-Unis et comment il propose, dans sa rencontre avec Donald Trump lors du sommet APEC, comment il propose une sortie de crise par le haut avec une négociation pour éviter que l'Amérique latine, qui est déclarée zone de paix depuis 40 ans, devienne le théâtre de conflits guerriers. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. Eu coloquei a questão da Venezuela para ele, dizendo que pelo noticiário do jornal, eu estou vendo que as coisas estão se agravando e disse para ele que era extremamente importante levar em conta a experiência que o Brasil tem como maior país da América do Sul, como o país economicamente mais importante, que tem como vizinho, sabe, quase toda a América do Sul, que levasse em conta a necessidade, aquilo que precisar o Brasil ajudar na relação com a Venezuela. Contei para ele, inclusive, o grupo dos amigos que nós criamos em 2003. Eu tinha apenas 15 dias de mandato. 15 dias de mandato, quando eu estava em Quito, na posse do presidente, sabe, do Equador. E o Chávez estava com um problema com os Estados Unidos. Eu propus a criação de um grupo de amigos, criamos um grupo de amigos e conseguimos garantir que houvesse um referendo de que, sabe, nós estamos à disposição para ajudar e queria que ele levasse em conta de que nós somos uma zona de paz. Nós não queremos trazer os conflitos de outra região para o nosso continente. Voilà. Alors, le Brésil, effectivement, joue très gros là-dessus, parce qu'il joue sa crédibilité comme puissance du Sud global, il joue sa crédibilité comme médiateur, mais au-delà, c'est d'ailleurs pour ça que Lula dit « Le Brésil est un grand pays, nous avons de l'expérience, nous sommes la première économie du continent, etc. » C'est-à-dire,
rien ne devrait pouvoir se faire en Amérique latine sans le Brésil. Sauf que là, si les États-Unis décident de bombarder unilatéralement, ils réduisent le pouvoir diplomatique du Brésil à celui du Guatemala. Voilà. Et au niveau de la puissance du Sud global, le Brésil en prendrait bien évidemment un coup, d'une part, et puis il aurait un foyer de déstabilisation à sa frontière avec un morcellement des territoires, parce que ça c'est important. Qu'est-ce que cherchent les États-Unis là-dedans? On le verra. On va passer une vidéo sur comment Donald Trump interprète l'élection en Argentine. Mais le but des États-Unis, quel est-il? Dans un monde qui, de toute façon, a commencé à devenir multipolaire, les États-Unis, il y a eu plusieurs déclarations, y compris de Marco Rubio dans ce sens, comprennent bien qu'ils ne pourront plus soutenir leur unipolarité durant les prochaines décennies. Et ils sont en train de vassaliser encore plus les territoires qu'ils considèrent comme leurs, dans le but, comme un empire déclinant, de les piller pour prolonger leur hégémonie durant quelques années. Dans ces deux régions que les États-Unis cherchent à vassaliser extrêmement et à piller, il y a l'Amérique latine et l'Europe. Bon. L'Europe, ça a déjà commencé en s'assurant des achats d'énergie, en s'assurant des achats militaires et finalement en saignant les contribuables européens pour maintenir la métropole à flot. Et puis dans le cas de l'Amérique latine, s'ajoutent aussi les ressources naturelles pour pouvoir piller absolument toutes les ressources naturelles, que ça soit le pétrole, l'or, l'eau, les terres rares, etc. Les États-Unis ont besoin d'une Amérique latine sous contrôle, avec la complicité d'une élite totalement inféodée, et c'est ce qui se passe en Amérique latine, puisqu'il y a toute une élite en réalité qui se considère comme faisant partie du monde occidental, et des peuples qui essaient, ou en tout cas ont vocation à s'émanciper et à construire des États indépendants, et une Amérique latine intégrée et coopérante. Voilà, par exemple, là c'est le cas ce qui avait mené à la création d'UNASUR, la création de la CELAC, organismes, alors de la CELAC notamment, qui sont quand même très muets en ce moment. Il n'y a pas une grande solidarité face aux menaces des États-Unis contre le Venezuela. Pourtant, et nous allons le voir, ça ne concerne pas que le Venezuela. Ça concerne toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, mais l'Amérique centrale est déjà sous contrôle à part le Nicaragua. Donc, il y a des menaces déjà qui ont été faites contre la Colombie, des menaces qui ont été faites aussi contre le Mexique, c'est-à-dire tous les pays qui rejettent la nouvelle force colonisatrice des États-Unis dans la région vont être mis à l'amende. Voilà, c'est ça qui est en train de se jouer. Et évidemment, derrière tout ça, il y a la guerre commerciale et politique contre la Chine. Et évidemment, les États-Unis comptent bien, en reprenant la main sur le continent, dégager la Chine, qui est devenue le premier partenaire économique de la plupart des pays de l'Amérique latine. Voilà ce qui se joue. Et pendant ce temps-là, au Venezuela, la vie continue, c'est-à-dire que en même temps, il y a une préparation militaire accrue de tous les composantes de l'armée, évidemment de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre, de la milice populaire, et puis en même temps, la vie continue, il y a des actions culturelles, il y a demain, pour 15 jours, commence la foire du livre de Caracas. Il y a eu hier, j'avais mon ami, le grand cinéaste Daniel Yegres, auteur d'un très très bon film sur le chanteur vénézuélien Ali Primera, m'a envoyé une vidéo. On va la mettre, tiens. Me preguntaron que si venían los barcos, que si iban a invadir Venezuela. Y bueno, nosotros no estamos viendo noticias. Aquí lo que está pasando es esto. 35.000 locos cayéndose a palo y viendo el Caracas Magallanes. Cualquier vaina ya veremos mañana.
Lo queremos. Voilà, c'était le OM-PSG du Venezuela, la Magallanes contre Leones en baseball. Vous avez vu la foule de gens qui vivent leur vie. Et puis, le gouvernement n'essaie pas de tomber dans le piège, parce que le Venezuela, je vous rappelle, est sous blocus, même si la situation économique s'améliore, elle est toujours très tendue. Et le gouvernement essaie de ne pas tomber dans le piège, de dévier toute son attention et ses ressources vers la défense du territoire et la guerre qui s'annonce. Et Maduro et son gouvernement continuent de diriger le pays. Voilà. Alors diriger le pays, ça veut dire, comme on peut le voir sur les images, être avec la population, assister à des réunions, etc. Et dans un sens, moi, je lui tire mon chapeau à Nicolás Maduro, parce que imaginez la pression quand l'Empire états-unien a déclaré vouloir vous tuer, continuer à faire, à danser et à apporter finalement une certaine joie de vivre à tout son peuple. Voilà, chapeau le président du Venezuela. Et donc, cette façon que le Venezuela a même si les nuages semblent arriver sur les côtes, de continuer à administrer le pays et à résoudre les problèmes de la vie quotidienne des gens. Comme on va le redire à chaque fois. Les États-Unis ont 15 000 soldats, donc vont avoir 15 000 soldats dans les prochains jours dans les Caraïbes. Personnellement, je pense que c'est évidemment trop peu pour une invasion militaire et conquérir tout le territoire. Une opération coup de poing, essayer d'aller capturer ou tuer Maduro, c'est possible, mais c'est très risqué. De même que essayer de conquérir des espaces de territoire, aller essayer de conquérir une raffinerie, par exemple. Tous ces éléments sont possibles, mais risqués. Une invasion comme en Irak, comme il y a 20 ans, avec 15 000 hommes, même si vous avez toute la logistique et le soutien depuis les bateaux dans les Caraïbes, je pense que c'est trop peu. Je rappelle que l'armée vénézuélienne, c'est 300 000 personnes, la milice populaire, c'est aux alentours de 6 millions de personnes armées. Alors vous pouvez en rire avec Donald Trump, mais il y a toute une chaîne de logistique, de commandement et surtout de contrôle territorial et de commandement décentralisé qui font que avec 15 000 hommes, contrôler le Venezuela est assez difficile. Et puis surtout, il y a le Brésil et la Colombie qui se sont déclarés contre une guerre. Et donc, ils ne participeront pas comme proxy. Le Brésil et la Colombie ne seront pas la France et l'Angleterre de la guerre de Libye. Pour l'instant, en tout cas. Et pour l'instant, durant 1 an. Parce qu'il y a des élections en Colombie en mai, puis un passage de pouvoir en août. Donc même si les alliés de Washington gagnent, ils n'auront le pouvoir que fin août. Voilà. Lula est au pouvoir jusqu'en octobre, et même, jusqu'en janvier, parce qu'il y a des élections en octobre, mais en réalité, la prise de pouvoir est en janvier 2027. Voilà. Lula va se représenter avec de grandes chances d'être réélu. Et puis, il y a les élections de mi-terme aux États-Unis, qui sont incertaines pour l'instant. Donc, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'armée de proxy pour conquérir le Venezuela. Que se passerait-il s'il y en avait? C'est très difficile de savoir, mais effectivement, certaines armées, en tout cas, pourraient être tentées de conquérir des espaces du territoire vénézuélien. Je rappelle par exemple que le nord du Brésil est encore alimenté par de l'électricité vénézuélienne. Une armée dirigée par des alliés, des faucons de Washington pourrait être tentée d'aller conquérir, de la même manière que la Turquie a conquéri des grands espaces de la souveraineté syrienne durant la guerre de Syrie, pourrait être tentée de conquérir des espaces, des portions du territoire vénézuélien dans une guerre de fragmentation qui durerait 10 ans, etc. Voilà. Alors évidemment, c'est pas le scénario, là. Enfin, c'est pas le scénario, parce que ça mettrait... alors déjà, ça serait catastrophique pour le Brésil, parce que ce serait un irrespect de la souveraineté des pays de la région, plus personne ne confierait... Le Brésil, c'est pas la Turquie, voilà. Et n'a pas de visée expansionniste, le Brésil, à la différence de la Turquie du président Erdogan. Et puis l'autre chose, je l'ai déjà mentionné, mais je le répète encore une fois, l'autre chose, c'est
que même si les États-Unis arriveraient, c'est pas gagné, hein, mais arriveraient à capturer ou tuer Maduro, ben c'est pas pour autant que Maria Corina Machado irait s'installer au palais de Miraflores. Je veux dire, il y a tout une population chaviste majoritaire, et puis surtout la transition la plus dure qu'a dû réaliser le chavisme, c'était entre Hugo Chavez, le leader historique, et Nicolas Maduro. Dans l'hypothèse, qui pour l'instant est plutôt saugrenue, non, mais dans l'hypothèse de l'assassinat de M. Maduro ou de sa capture, il y a d'autres leaders au Venezuela qui sont acceptés comme tels par la population. Donc, encore une fois, là, on est dans une incertitude. Je pense tout de même que de gros nuages lourds s'amoncellent sur les rives caribéennes du Venezuela et qu'effectivement, il faut s'attendre dans les semaines qui viennent à une action belliqueuse et guerrière des États-Unis. Mais encore une fois, pas encore que contre le Venezuela. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Et le plus gros morceau là-dedans, il y a deux gros morceaux. Il y a un morceau économique qui est le Brésil, et puis un morceau politique, diplomatique qui est le Venezuela. Voilà, en croquant ou en essayant de délégitimer le Venezuela, les États-Unis avanceraient dans leur entreprise de reconquérir le continent et d'en expulser la Chine. Voilà. Et ça a déjà déteint, puisque le président Petro s'est prononcé contre les assassinats de pêcheurs dans les Caraïbes. Le président Petro s'est prononcé contre la guerre en disant si vous attaquez le Venezuela, vous attaquez aussi la Colombie. C'est très courageux de la part de Petro de dire ça. Et le président Trump l'a menacé directement. On écoute Donald Trump. Now he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. Voilà, et donc du coup, il a mis ces menaces à exécution puisqu'ils ont retiré des soutiens économiques à la Colombie et ils ont sanctionné, ils ont mis sur les listes du département du Trésor, ils ont sanctionné le président Petro et toute sa famille. Voilà. Alors les sanctions, c'est terrible, hein. Les sanctions individuelles sont comme les sanctions collectives, c'est ne plus avoir accès au dollar. Mais toutes les personnes qui ont des contacts avec vous seront mises sur les listes du département du Trésor et seront sanctionnées si elles continuent de maintenir des contacts avec vous. Si vous ne croyez pas, demandez à la BNP Paribas, ça leur a coûté 8 milliards de dollars. Et donc la famille de Petro, je crois d'ailleurs qu'il a des membres de sa famille qui vivent en France ou en Europe. Moi, si je pouvais leur donner un conseil, retirez tout l'argent que vous avez, votre argent de poche et votre argent des banques françaises ou européennes, parce que celles-ci vont vous geler les comptes. Je ne dis pas ça comme ça à la légère, c'est ce qui s'était passé avec le Venezuela. Les banques françaises avaient gelé les comptes de l'ambassade du Venezuela à Paris. Vous ne pouvez plus payer les employés mais tout simplement parce que les banques avaient peur d'une menace et d'une sanction de la part des États-Unis, puisque voilà, elle faisait de la transaction commerciale avec un pays sanctionné ou une personne sanctionnée. Voilà. Alors en Colombie, on va s'arrêter encore un petit peu sur ce pays, puisqu'il y a eu des primaires au sein du pacte historique. Le pacte historique, c'est ce conglomérat de partis qui avait mené Gustavo Petro à la victoire. Et donc, alors il y avait plusieurs candidats. Certains candidats ont retiré leur candidature et en réalité 3 s'étaient maintenus. Donc Daniel Quintero, qui est alors là vraiment on va dire la droite opportuniste de l'Alliance, Carolina Corcho, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, ça arrive aussi. Carolina Corcho, qui avait été
une brillante ministre de la Santé du président Petro et qui s'était retirée il y a 2 ans, je crois, qui s'était retirée du gouvernement de manière assez franche en disant au président, je me lance dans la campagne pour les primaires et j'ai envie de parcourir le pays. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et le troisième, c'était Ivan Cepeda. Ivan Cepeda, sénateur de gauche depuis plusieurs années, le fils d'un politicien assassiné il y a encore plus longtemps. Ivan Cepeda est un politicien connu qui a beaucoup joué notamment dans la condamnation de l'ancien président Álvaro Uribe. Et donc les résultats sont tombés, donc déjà une grande participation. Alors même si ça ennuie effectivement certains en disant « Ah, Petro avait fait 11 millions de voix et il n'y a eu que 2,3 millions à la primaire, c'est un échec ». Non, une élection présidentielle, c'est pas une primaire. Évidemment, ça n'a échappé à personne. Et Ivan Cepeda est arrivé en tête avec un peu plus de 60% des voix, Carolina Corcho deuxième avec près de 40%, et puis Daniel Quintero quelques miettes derrière. Donc voilà, on a des leaders qui se sont distingués par les voix du peuple. Alors ça ne veut pas forcément dire que Ivan Cepeda sera le candidat de l'Alliance, non, parce que celle-ci doit désormais aller chercher d'autres alliés, et notamment au centre. Voilà. Et donc on verra dans les prochains mois qui sera le candidat. Et puis ça dépend aussi de comment la Colombie va osciller aussi. Si les Colombiens préfèrent un candidat un peu plus centriste que M. Cepeda, qui pourrait être M. Roy Barreras par exemple, ou si la tension dans les Caraïbes polarise la situation et donc qu'on ait le retour d'un candidat inféodé à Washington, il y en a plein en Colombie, et qu'il faudrait polariser de l'autre avec du coup un discours modéré qui serait un soutien de M. Cepeda. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, néanmoins, voilà, M. Cepeda est celui qui a gagné les primaires du pacte historique. Voilà, on passe à l'Argentine, bien évidemment, puisque les sondages sont évidemment plantés. Les élections qui avaient eu lieu dans la province de Buenos Aires, qui avaient donné le péronisme gagnant en septembre, évidemment faisaient penser que le péronisme pouvait mettre en déroute M. Milei, puisqu'en plus son modèle politique ne tenait que par le renflouement de milliards de dollars par les États-Unis pour éviter au peso de se recasser la gueule, voilà, au peso argentin. Donc, M. Milei a gagné. Pourquoi? Bon, la première. Alors, je vois défiler des chiffres qui viennent évidemment de mauvais perdants, hein, on va dire. Qui montre, alors les chiffres sont réels, effectivement, qui montrent que Milei a fait le score, le pire score de la droite libérale depuis des décennies. C'est vrai qu'il y a eu une énorme abstention, la plus grande abstention depuis 83. C'est vrai aussi qu'en chiffre absolu, le rapport de force n'est pas si déroutant que ça. Bon, on va pas manipuler des chiffres. Milei a gagné, très bien pour lui. Alors, contrairement à ce que j'ai écrit, je crois qu'il a siphonné en réalité toutes les voix de la droite libérale traditionnelle. Il a constitué un bloc donc libéral, mais pas que, hein, parce que lui, il a une idéologie donc libertarienne avec zéro État, etc., qui est applaudi d'ailleurs par toute une partie de la droite en France, enfin de la droite même du macronisme jusqu'à la droite radicale. Alors pourquoi il a gagné? D'abord, on va aller sur ça. Je pense qu'il y a 3 raisons. Non, la première raison, c'est parce que, et ça c'est vrai, c'est-à-dire une fois, tant qu'on n'est pas dans ce regard, il faut reconnaître, non, Milei a fait baisser l'inflation. Et ça, une grande inflation, une hyperinflation, ça sape le moral des gens. C'est-à-dire, vous achetez une baguette
1 euro le jeudi, le vendredi, vous y retournez, elle vaut 3 euros. Je rappelle un détail. Moi, j'avais un copain au Venezuela, quand le Venezuela était dans son hyperinflation. Il va manger une soupe, il demande une soupe, il commande la soupe. Pendant qu'il mange la soupe, le mec vient, il efface l'ardoise et il augmente le prix par 2. C'est mon copain qui dit « Attention, hein, moi je l'ai demandé avant ». C'est ça, hein, les processus d'hyperinflation. Donc évidemment, quand vous avez un dirigeant qui arrive à la contrôler, bah, les gens disent au moins, il y a une stabilité. On peut voir on peut se projeter dans le futur. Ça, les gens remercient Milei pour avoir contrôlé l'hyperinflation. La deuxième chose, bah, c'est qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Le péronisme a pas bien résolu les causes de ces 2 dernières défaites. Et le péronisme, particulièrement à Buenos Aires, mais ça a une répercussion dans tout le pays, est divisé. Puisque Mme Cristina Kirchner, qui a été condamnée donc à prison domiciliaire, ne peut évidemment pas se présenter. Et il y a une bagarre pour la suite, non? Qui va prendre le leadership? Et donc, on a d'un côté donc, le fils des époux Kirchner, qui ont dirigé le pays au début des années 2000, et puis Axel Kicillof, qui a été ministre de l'économie de Cristina, et puis qui est le gouverneur de la province de Buenos Aires. Donc, de toute façon, ça va se résoudre, hein, c'est le péronisme, il y a une mystique, il n'y aura pas de scission dans le péronisme. On n'est pas chez les trotskistes. Alors, vous allez dire, mais donc il y a, parce que Milei partait de loin, hein, il partait avec des sondages qu'il donnait derrière. Il y a eu des scandales, notamment des scandales de narcotrafic au sein du parti de Milei. Hein, c'est plus l'anarcho-capitalisme, hein, c'était le narco-capitalisme. Et avec des candidats qui étaient mouillés dans le narcotrafic et qui sont tombés. Et là, le péronisme a fait une erreur aussi, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à dénoncer et à focaliser leur campagne sur ces scandales, mais c'est pas ce que veulent les gens. Ils veulent une amélioration de leur quotidien. Donc il y a eu des erreurs aussi au sein du péronisme. Et puis, la troisième raison de la victoire de M. Milei, bah, c'est l'ingérence grossière des États-Unis avec Donald Trump. C'est-à-dire, Donald Trump a dit publiquement, voilà, on a contrôlé l'inflation, on la maintient parce qu'on a mis de l'argent qui permet au peso de ne pas se casser la gueule. Voilà, on va remettre de l'argent s'il gagne Milei, sinon démerdez-vous. Ça joue, hein. Ça m'a rappelé d'ailleurs cette ingérence, on écoutera Trump juste après, mais ça m'a rappelé cette ingérence, l'ingérence infecte qu'avaient fait les États-Unis lors de l'élection présidentielle au Salvador en 2005. Le candidat du Front Farabundo Martí de Libération Nationale était Shafik Andal. Shafik Andal, d'origine palestinienne, était la gauche du Front Farabundo Martí. Il venait du Parti communiste salvadorien et donc c'était en plus en 2005 porté par les gouvernements progressistes et nationaux populaires. Il avait le vent en poupe et il était crédité de 65% des sondages. Donc il allait gagner par un raz-de-marée, non ? Et 2 semaines avant, les États-Unis ont dit, si jamais M. Shafik Andal gagne, nous interdirons les envois d'argent des États-Unis vers le Salvador. Voilà. C'est la première rentrée de devises pour le pays. M. Shafik Andal avait perdu 60-40. Donc les États-Unis, quand ils font de l'ingérence dans des élections, évidemment ça choque pas. Hein. Puis c'est pas des ingérences, attention, il y a des trolls russes, paraît-il que, machin, il n'y a pas de preuve. Non, là c'est assumé et dit comme tel. C'est pas moi qui le dis. C'est ce monsieur que nous allons écouter et qui s'appelle Donald Trump, président des États-Unis. Écoutez. It was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement, and it was really unexpected to have a victory of that. Some people thought it would be hard to win, and not only did he won by a lot. So Argentina, that was a great thing, and I give Scott and I give Jameis and everybody, Marco, a lot of credit for that because, you know, we are sticking with a lot of the countries in South America. We're focused very much on South America, and we're getting a real strong handle on South America. In a lot of ways,
including the fact that we don't want their drugs. We don't want drugs. Voilà, c'est simple. On l'a aidé, on l'a beaucoup soutenu. Je remercie le secrétaire du Trésor, je remercie Marco Rubio, je vous remercie tous de vous être ingérés dans la campagne de M. Milei. Voilà, bon, alors les États-Unis, évidemment, contrôlent désormais l'Argentine. M. Milei pourra faire tout ce qu'il veut. Enfin, M. Milei pourra faire tout ce qu'il veut. En réalité, ceux qui font tout ce qu'ils veulent, c'est ses conseillers économiques ou son ministre. D'où viennent-ils? Tiens, regardez un petit peu cette petite photo. C'est sympathique, non? On a le ministre de l'économie, Tutto Caputo, qui a été à JP Morgan entre 1994 et 1998, le vice-ministre de l'économie, José Luis Daza, à JP Morgan entre 1992 et 2000. Nous avons le président de la Banque centrale, et Santiago Bausili, qui était à JP Morgan entre 1996 et 2007, et son vice-président, Vladimir Werning, qui était à JP Morgan entre 1996 et 2016. Donc, c'est pas M. Milei qui va faire tout ce qu'il veut dans le pays, c'est JP Morgan. Voilà, et les grandes banques. Et ça, je voudrais revenir dessus parce que j'ai quand même rappelé sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas se déclarer patriote et libertarien, comme l'a fait par exemple Madame Knafo. Mais ce n'est pas la seule. Ça n'a pas de sens. Le libertarisme de M. Milei, c'est le véritable mondialisme. C'est vendre le pays à la découpe à tous les intérêts. Et les intérêts nationaux ne sont pas ceux qui gagnent. Ce sont les intérêts étrangers. Ce sont les entreprises étrangères qui viennent se gaver du pays et le piller. On ne peut pas non plus être patriote en abandonnant toute une partie de ses citoyens dans la misère. C'est pas possible. Voilà. Ou alors c'est une version complètement erronée du patriotisme. Ou erronée, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas la mienne. Donc, effectivement, alors, il y a des gens qui disent non, mais ça va durer, M. Milei va pouvoir maintenant, alors là c'est vrai pour le coup, appliquer son programme et on va voir, l'Argentine va se relever. Et l'Argentine va se relever pour qui? Encore une fois, le programme de M. Milei, il a été appliqué à la lettre par Alberto Fujimori, le président péruvien dans les années 90. Je vis dans un pays où je vois 30 ans après les conséquences du programme de M. Milei aujourd'hui en Argentine. Au Pérou, effectivement, la monnaie est soi-disant stable, il n'y a pas eu d'inflation depuis 30 ans. Alors ça, c'est pas vrai, encore une fois, si la monnaie est stable, effectivement, en revanche, les prix ont augmenté. Hein. Les prix de biens courants, les prix de l'immobilier, ça a été multiplié par 5, par 6, etc. Mais effectivement, la monnaie est stable. La croissance a été continue, c'est vrai, la croissance est continue. Là, à peu près depuis les années 2000, elle est de 3 à 5% par an depuis donc 25 ans. Bon, là, c'est vrai. Maintenant, le Pérou, c'est 52% des gens qui vivent en insécurité alimentaire. Selon la FAO, selon l'ONU. C'est récemment, là, c'est durant le mois d'octobre, la grande firme d'enquête, Gallup, qui a fait une enquête en Amérique du Sud, pardon, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en demandant s'il vous était arrivé lors du dernier mois de ne pas manger une fois par jour par raison d'argent. 67% des Péruviens. 67% des Péruviens. 43% des Péruviens, des enfants péruviens de 0 à 3 ans, un enfant sur deux, souffrent d'anémie. Dans des zones rurales mais riches en ressources minières qui participent à la croissance, ce chiffre montre à 70%, 2 gamins sur 3, en sachant les séquelles que ça fait dans le développement cognitif d'un adulte. C'est 40% du territoire qui est sous concession privée, la plupart sous concession privée étrangère. Hein, les patriotes, il est beau le modèle. Le Pérou, c'est 75% d'économie informelle. Donc, où il n'y a pas de contrat collectif, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a rien. Donc, voilà le modèle de M. Milei. Donc, au moins, si vous me critiquez et si vous critiquez enfin, si vous êtes adorateur du modèle de M. Milei, vous avez le droit. Aucun problème. Parce qu'effectivement, il est beaucoup plus simple de monter une industrie et de piller le pays. Ça n'a aucun problème. Mais ne le faites pas au nom du patriotisme. Voilà. Alors, soit on passe de l'Argentine, on remonte au nord et on arrive à la Bolivie. Pourquoi la Bolivie? Parce que Rodrigo Paz,
a été élu président. Encore une fois, les sondages se sont complètement plantés. Il donnait M. Tuto Quiroga gagnant avec 10 points d'avance, puis c'est l'inverse qui s'est passé. C'est M. Rodrigo Paz qui a gagné 64% contre donc 55% avec les virgules, etc. Non alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour tout ce qui est Rodrigo Paz, qui est M. Tuto Quiroga, je vous rappelle que nous avions couvert le premier tour des élections en Bolivie. Nous avions d'ailleurs annoncé la victoire surprise de M. Rodrigo Paz avant tout le monde. Voilà, petit coup d'autopromotion, sans aucune humilité, mais j'étais particulièrement fier de ce coup-là. C'était évident, en fait, quand on était sur place. Même si les sondages disaient le contraire, il suffisait d'aller dans les zones populaires et d'écouter les gens. Et puis, donc là, Rodrigo Paz a été élu. Pourquoi? Eh bien parce que cette fois-ci, Evo Morales, qui avait appelé à voter blanc ou nul en réalité, au premier tour, le vote nul avait fait 20% des voix, donc un capital électoral de 20% pour M. Morales. Cette fois-ci, il n'a pas donné de consigne de vote. Et je vous rappelle que le vice-président de Rodrigo Paz, M. Edman Lara, est très populaire parmi les couches les plus humbles de la société, c'est-à-dire les couches qui avaient voté pour le MAS ou pour Evo Morales durant les 20 dernières années. Et donc, ils sont allés voter pour le moins pire, parce que de l'autre côté, c'était le candidat de Washington, néocolonial, néolibéral, va-t-en-guerre, etc. Et surtout, un candidat qui proposait de revenir au modèle précédent l'État plurinational, c'est-à-dire de revenir au modèle de l'apartheid qui régnait en Bolivie avant 2005. Donc voilà, les Boliviens, notamment les classes populaires, ont décidé de donner la victoire à M. Rodrigo Paz. D'ailleurs, vous pouvez regarder les voix, les régions qui donnent Rodrigo Paz gagnant ou Rodrigo Paz gagne sont les mêmes régions qui ont donné pendant 20 ans le MAS gagnant. Voilà. Alors, il a déjà pris, alors il prend possession le 9 novembre, mais il a déjà commencé à parler. Alors, il s'est entretenu avec Maria Corina Machado, il a dit qu'il allait reprendre les relations avec Washington, qu'il allait sortir de l'ALBA, donc l'alternative bolivarienne pour les Amériques, l'alliance bolivarienne pour les Amériques, donc qui est cette alliance supranationale basée sur la coopération qu'avaient lancé le Venezuela, Cuba, l'Équateur, la Bolivie et plusieurs pays de la Caraïbe. Donc il a décidé d'en sortir. L'ALBA a décidé de suspendre la Bolivie avant qu'elle se retire formellement. Et il a décidé aussi que le 9 novembre, il n'inviterait pas les présidents du Nicaragua, Cuba et le Venezuela. Bon, ça sera certainement un allié de Washington dans la région, mais mesuré. Il a déclaré plusieurs fois qu'il resterait dans les BRICS. Et à la différence des électeurs de Tuto, qui eux, le discours de Tuto, il est clair, c'est le discours de Washington. Les électeurs de M. Rodrigo Paz ne l'ont pas élu pour faire la guerre de Washington dans la région. Ils l'ont élu pour améliorer leur quotidien. Donc, c'est à ça que M. Rodrigo Paz devra faire affaire et pas à se dédier à la géopolitique de Washington en Amérique du Sud. Donc là, il a donné des gages, évidemment. De toute façon, c'est un type de droite, il n'y a pas de mystère. Mais il ne va pas l'avoir facile. Pourquoi il ne va pas l'avoir facile? D'une part, parce que M. Rodrigo Paz n'avait pas de parti inscrit pour pouvoir participer. Il a donc participé sur les listes d'un parti déjà existant, le Parti démocrate chrétien, qui lui est un parti de droite. Qui d'ailleurs, le Parti démocrate chrétien, s'était réuni avant de vouloir soutenir Rodrigo Paz avec M. Tuto Quiroga. Et il y a eu un schisme au sein du parti au moment où les instances de ce parti ont décidé de soutenir Rodrigo Paz et pas M. Tuto Quiroga. Et donc, le fait est que, évidemment, avec cette candidature, il a, et surtout celle de Edman Lara, son vice-président, plusieurs membres du Parti démocrate chrétien ont été élus et donc vont avoir, depuis le législatif, une politique pas très différente, finalement, de celle des partisans de M. Tuto Quiroga. Ils peuvent former un bloc. Ça, c'est le premier handicap. Il n'a pas un véritable
bloc parlementaire ni de parti politique. Alors là, il a son parti politique, mais il y a aussi des députés de son propre parti politique, mais plusieurs d'un parti politique qui lui échappent. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il a en réalité un vice-président qui est beaucoup plus populaire que lui et qui a des ambitions présidentielles pour 2030. Et ça va friter, immanquablement, immanquablement. D'ailleurs, Edman Lara a déclaré il y a quelques jours « Monsieur Rodrigo Paz, le président, ne me répond plus au téléphone. » Ça commence. Ils n'ont pas encore pris possession de la charge. Et Edman Lara, comme vice-président, contrôle le pouvoir législatif, selon la constitution bolivienne. Donc, il va y avoir un micmac et il ne va pas avoir un mandat très facile. Nous verrons, évidemment, nous suivrons et nous analyserons tout cela. Nous passons à un autre pays de la région qui est l'Équateur. Alors l'Équateur, là ça va pas du tout bien en Équateur, même si Daniel Noboa a été réélu avec de grands soupçons de fraude. Hein. L'Équateur traverse une crise depuis plusieurs années et là il y a eu des très très grandes manifestations parce que de manière progressive, les gouvernements donc néolibéraux qui ont pris le pouvoir depuis 2017, depuis 2017, à la suite de la révolution citoyenne de Rafael Correa, ont décidé d'enlever progressivement les subventions aux combustibles. Ça a commencé avec l'essence, alors ça touchait évidemment tout le monde, tous les citoyens, et notamment ça a donné de grandes manifestations dans les années passées, et puis là il restait le diesel. Alors le diesel, c'est évidemment le combustible que les paysans utilisent dans les tracteurs ou dans les camions pour acheminer la nourriture dans les villes. Et donc, le mouvement indigène, qui a été évidemment très impacté, particulièrement dans la Sierra, dans la montagne, a fait des manifestations, et des manifestations qui se sont même poursuivies dans le nord de l'Équateur, dans le nord de la chaîne montagneuse de l'Équateur, parce que l'Équateur est un pays divisé. Alors c'est très pratique pour le tourisme, parce que c'est un petit pays qui est divisé entre la jungle, la montagne et la mer. C'est très joli, j'ai vécu. Alors je vous déconseille le tourisme, hein. C'est un pays qui est sous la coupe des cartels de drogue en ce moment. C'est très dangereux, c'est le pays le plus dangereux d'Amérique latine, après avoir été un havre de paix durant les 10 ans de la Révolution citoyenne. Voilà, le pays se comparait avec la Suisse de l'Amérique du Sud. Bah voilà, c'est devenu une succursale de l'enfer, malheureusement. C'est un très très beau pays. Et donc voilà, et les mentalités, les cultures sont très différentes, en fait, en fonction des différences géographiques, on va dire. Non ? Et donc dans le nord de la cordillère, à Otavalo notamment, la révolte s'est poursuivie, et notamment c'est plus poursuivi que dans le reste du pays. Et même quand l'organisation indigène a décidé d'abandonner la lutte, les instances nationales, ils ont continué la lutte, ils se sont fait réprimer comme jamais. On va mettre quelques images. Voilà, donc l'Équateur est en ébullition. En plus, comme vous pouvez l'imaginer, la baisse des subventions sur le diesel va entraîner une hausse des prix du panier de la ménagère, hein, évidemment, parce que ça va coûter plus cher de produire et plus cher d'emmener dans les marchés et supermarchés. Donc la crise en Équateur va se poursuivre. Mais c'est un pays qui est sous la coupe réglée du narcotrafic, même si le président Noboa a déclaré vouloir recevoir une base des États-Unis dans les Galapagos. Donc ça, en réalité, c'est les présidents depuis Lénine Moreno, en passant par Guillermo Lasso et maintenant Noboa, ont tous offert les Galapagos aux États-Unis. Alors oui, bon, évidemment, au-delà de l'emprise de Washington sur la région, évidemment, au niveau environnemental, vous imaginez le porte-avions Ford dans les Galapagos. Je ne suis pas sûr que les tortues apprécieraient. Voilà, Équateur, ça va pas du tout. Et donc, on continue dans les pays qui vont pas, dans les pays qui sont agités politiquement, avec le Pérou, bien évidemment. Donc, celle qui occupait la présidence après avoir été désignée par le Congrès depuis le 7 octobre 2022, Dina Boluarte a été dégagée par les députés.
Il y a donc un nouveau président, qui est le président José Geri. Alors pourquoi elle a été dégagée, Boluarte, alors qu'ils l'ont couvert, ils ont couvert ses massacres, ils ont couvert sa corruption, ils ont couvert... Je ne voudrais pas m'étendre parce que déjà là on a fait un truc assez long, donc je vous renvoie à la vidéo spéciale que j'ai fait sur le sujet, qui est une vidéo d'ailleurs avec celle de Maria Corina Machado sur le prix Nobel. Comme ça, vous ferez d'une paire de coups où j'explique les tenants et les aboutissants. Mais dans cette vidéo, je laisse un thème de côté qui est José Geri, qui est le nouveau président du Pérou. Alors, c'est quelqu'un de fantastique puisque il s'agit d'une personne qui, au début de son mandat, donc en 2021, vivait chez ses parents et qui, aujourd'hui, possède un penthouse dans une zone luxueuse de Lima et 2 maisons de plage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans? Eh ben, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont dénoncé que, en tant que membre d'abord de la commission du budget, puis en tant que secrétaire de la commission de l'économie, puis en tant que président du Congrès, José Geri, en fait, faisait une activité de lobbyiste et touchait $100 000 pour faire passer une loi en commission et 200 000 de plus si jamais la loi était approuvée par l'hémicycle. Voilà, c'est un peu le mode de fonctionnement du pouvoir législatif péruvien. Un régime totalement mafieux, ça marche pareil dans l'exécutif. Alors, donc il y a quand même des plaintes, hein, il y a des enquêtes pour enrichissement illicite. Il y a aussi une enquête pour viol, parce que selon la plaignante, donc est une collaboratrice, il lui aurait mis du burundanga, du GHB, dans son verre pour pouvoir la violer par la suite. C'est quelqu'un qui a eu la bonne idée de la veille d'être nommé président, d'arrêter de suivre sur les réseaux sociaux 300 comptes pornographiques ou d'OnlyFans. Et visiblement, pour tous ceux qui le connaissent, c'est un espèce de maniaque sexuel. Donc voilà le nouveau président du Pérou qui n'a pas été élu par le peuple. José Geri a reçu 10 000 voix pour être député. Le dernier président du Pérou, Pedro Castillo, en a reçu 9 millions. Voilà. Ce qui nous donne pour le Pérou 8 présidents en 9 ans. C'est pas mal. On fait mieux au Pérou on a plus de présidents au Pérou que de premiers ministres en France. Ça montre le déclin de modèles démocratiques, que ce soit au Pérou ou en France. Ça, c'est sûr. Pas de stabilité et bien évidemment une ingouvernabilité permanente. Alors, il y a eu des manifestations qui ont été encore une fois réprimées avec une violence insoutenable, notamment un policier qui a tiré à balles réelles sur un manifestant et qui l'a assassiné. Voilà. Et le problème du Pérou, c'est qu'il n'y a pas de perspective à court et à moyen terme. À court terme, va se donner des élections en avril. Alors, José Geri ira au bout de son court mandat. Pourquoi? Parce qu'il a le soutien, déjà il a un parti, à la différence de Boluarte. Il a le soutien de tous les partis néolibéraux, donc il lui assure une majorité commode au Congrès. Il a le soutien parce qu'en tant que lobbyiste, il a fait passer notamment l'infâme loi sur les zones économiques spéciales privées qui donne au secteur privé national et international des portions de territoire où, en plus d'être exemptés d'impôts, ils peuvent poser les normes laborales et environnementales qu'ils veulent. C'est lui qui l'a fait passer. Donc, il a le secteur du capital péruvien avec lui, et dans le secteur du capital péruvien, évidemment, les médias du capital péruvien, voilà, y compris les enquêtes, non? C'est pour vous descendez dans la rue, vous demandez si les gens sont contents du nouveau président, les gens vont dire, bah non, la situation elle est pire, elle est pareille, etc., et les sondages lui donnent 45% de soutien. Bon, bref, il va aller jusqu'au terme de son mandat, par contre, il n'y a aucun débouché. Il y a eu la condamnation pour terrorisme d'un candidat de la gauche péruvienne, Guillermo Bermejo, qui était député. C'est-à-dire que pendant 4 ans et demi, il a siégé comme député, et puis, au bout d'un moment, alors que il avait été jugé 2 fois pour affiliation à une organisation terroriste, 2 fois le tribunal lui avait donné raison, avait désestimé.
Le tribunal constitutionnel avait annulé tout ça, il est repassé une 3e fois devant les juges, et il a été condamné à 15 ans pour terrorisme, alors qu'il allait être le candidat d'une alliance de partis de gauche. Et même si personnellement je pense qu'il n'aurait pas gagné, il n'avait pas une grande chance de l'emporter, quand même, quelles sont les preuves de son affiliation avec une organisation terroriste qui serait le Sentier Lumineux? Alors, je rappelle que Sentier Lumineux a perdu la guerre en 92, il y a eu quelques réminiscences pendant quelques années, et puis c'est fini. Aujourd'hui, il y a d'anciens membres du Sentier Lumineux qui se dédient au trafic de drogue dans les régions montagneuses du Pérou. Et il n'y a rien à voir avec une organisation politique, et encore moins terroriste. Le Sentier Lumineux fait plus d'attentats terroristes, va plus dans des villages de paysans à zigouiller tout le monde, etc. C'est particulièrement... c'est terrible. Et puis, même si jamais il avait visité, parce que, en fait, quelles sont les preuves des personnes retournées de cette organisation ou des personnes de la police infiltrées? Mais il n'y a aucune preuve. Ils disent non, les preuves s'accumulent, il y a des vidéos. Ben, on veut les voir, les vidéos, mettez-les sur YouTube. Ils ont mis quelques vidéos sur YouTube, on voit cet ancien député, Guillermo Bermejo, prendre un café sur une place à Huanta. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune preuve, on les voit pas ensemble. Enfin, c'est vraiment abracadabrantesque. Et évidemment, le problème, c'est que ça crée une jurisprudence. Et cette jurisprudence peut s'appliquer à n'importe quelle politique qui oserait contester le régime actuel. Voilà. Et qu'est-ce qui reste du castillisme? Castillo s'est allié avec un petit parti de gauche, Juntos por el Perú, et ce parti a profité pour mettre, alors qu'il y avait d'autres candidats qui auraient pu porter les couleurs de ce parti, c'est donc le président de ce parti qui est un membre du Congrès, donc un député, et qui a la particularité d'être l'antithèse parfaite de ce que veulent les Péruviens comme candidats. Je vous avais dit dans une vidéo que j'ai participé à une enquête qualitative sur justement, entre autres, pas que sur ça, mais entre autres sur quelles caractéristiques voulaient que les Péruviens voulaient de leur prochain président ou prochain candidat, et le candidat de Castillo, alors là, il fait une énorme performance, il condense absolument tout ce que ne veulent pas les Péruviens. Donc on s'attend là, évidemment, entre la gauche traditionnelle qui voit son candidat aller en prison, et puis le camp national populaire qui peut pas qui va droit dans le mur, hein, on ne peut pas dire le contraire. À court terme et à moyen terme, le Pérou va continuer de promouvoir finalement son régime mafieux et libertarien, et puis de s'enfoncer dans la crise, hein, parce que les chiffres que je vous ai dit il y a quelque temps, ils sont pas jolis, et puis les gens ont faim. Les gens ont faim, voilà. Donc, c'est pas des grandes nouvelles qui nous viennent du continent ce mois-ci. Alors, quand même, on finira sur une touche intéressante. C'est le vote traditionnel, comme chaque année, contre le blocus à Cuba. Et alors, là, c'est intéressant parce que l'année dernière, et puis les années précédentes, il y avait seulement 2 pays qui votaient pour le blocus à Cuba, c'était les États-Unis et Israël. Et cette année, il y en a eu d'autres. Il y a eu l'Ukraine, évidemment, la Macédoine du Nord, le Paraguay. Le Paraguay, c'est un des 13 pays ou des 11 pays qui ne reconnaît pas la Chine. Le Paraguay continue de reconnaître l'île de Taïwan comme l'autorité l'autorité sur toute la Chine continentale. Bon, le Paraguay, évidemment, vote contre le blocus. Israël, alors évidemment, aucune surprise là-dessus. La Hongrie, très bien, Monsieur Orban, bravo, en droite ligne des États-Unis. Et l'Argentine. Alors l'Argentine, c'était rigolo parce que l'année dernière, l'Argentine avait voté contre. Ça avait coûté la tête de la ministre des Affaires étrangères. Donc l'Argentine s'est alignée. Là où c'est intéressant aussi, c'est les pays qui se sont abstenus. Alors que normalement, ces pays-là votent derrière Cuba, on va dire, et contre le blocus.
On a la Bosnie-Herzégovine, le Costa Rica, la République tchèque, l'Équateur, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, des États baltes, étonnant, le Maroc, étonnant, la Pologne, étonnant, la Roumanie, la Moldavie. Bon, voilà, en fait, il s'agit évidemment des alliés aussi et l'Albanie, des alliés des États-Unis qui, pour des raisons, on va dire, diplomatiques, n'ont pas osé voter contre et donc ils se sont abstenus. Voilà. En revanche, ça fait quand même une sacrée victoire pour Cuba puisque 165 pays ont voté contre le blocus, 7 ont voté pour et 12 se sont abstenus. Voilà, voilà les nouvelles. Alors, je vous dis au mois prochain, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos contacts. N'hésitez pas non plus à nous soutenir, c'est très important pour nous. lesderives.info, on clique sur soutenez-nous et on fait un don. Il n'y a pas de petit don, je rappelle, parce que tout ça va dans un même pochon, on va dire, et les petits dons font les grandes fortunes et nous permettent de continuer. Alors, ça ne fait pas les grandes fortunes, mais ça nous permet de pouvoir nous adapter, nous améliorer techniquement et de continuer à vous donner une autre information. Et je rappelle que cette autre information va être très importante dans les semaines qui viennent parce que vous allez être bombardés de propagande. Voilà, je vous dis au mois prochain.